Dans ce 20h, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi en fin d'après-midi la présidente de l'université féminine de Soukmyong à Séoul en Corée du Sud. Le contenu de l'audience dans quelques instants. À suivre dans ce journal, l'ouverture des travaux de la 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, objectif à proposer des solutions face à la problématique de l'emploi des jeunes dans les pays de l'Union. Nous irons également en France où la première dame, Dominique Ouattara, a visité successivement le musée du Quai Branly où sont exposées des œuvres culturelles ivoiriennes et le siège de l'UNESCO. Les temps forts de cette visite à suivre dans ces 20 heures. Les Grecs sont appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur les nouvelles mesures de sauvetage proposées par les créanciers. Les avis sont partagés dans les rues d'Athènes. Le Premier ministre Alexis Tsipras a encore appelé ses compatriotes à voter non pour ce référendum. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction le palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi en fin d'après-midi la présidente de l'université féminine de Soukmyong en Corée du Sud, dont la vision rejoint la politique du gouvernement ivoirien sur l'éducation de la jeune fille et la promotion du genre. Le compte-rendu avec Viviane Agnimin. Illustration d'une coopération qui entend s'intensifier depuis la visite officielle du président de la République en Corée, c'est la visite de travail qu'effectue ces jours-ci en Côte d'Ivoire la présidente de l'université de Soukmyong à Séoul. Visite qui a pour objet la signature de conventions entre son université et les universités d'État de Côte d'Ivoire. À cette audience que lui a accordée le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, étaient présents les présidents des 5 universités d'État. Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abobo Adjamé, Alassane Ouattara de Bouaké, Lorounion Guédé de Daloa, Peleforo Gbankoulibaly de Korogo. La présidente de l'université de Soukmyong a exposé au président de la République son projet de coopération avec les universités de Côte d'Ivoire. Nous avons partagé l'idée que l'on porte entre le président et nous. Il avait beaucoup d'intérêt pour l'éducation des femmes et la santé pour les femmes et pour les enfants. Donc nous avons discuté, entre autres, de ce genre d'idées d'échange. Nous avons discuté sur l'élargissement des échanges entre les étudiants et entre les enseignants. Et nous sommes persuadés que le pays Côte d'Ivoire pourra jouer un grand rôle dans l'Afrique de l'Ouest, au niveau surtout de l'éducation. Quelques heures auparavant, dans la matinée, le président de la République recevait l'ambassadeur du Royaume de Belgique, son Excellence Peter Huijsebert, en fin de mission, qui est venu faire ses adieux au chef de l'État. Je vous le disais dans les titres, l'ouverture ce vendredi ici à Abidjan des travaux de la 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était présent à la cérémonie d'ouverture de cette conférence considérée comme importante pour la recherche de solutions face à la problématique de l'emploi des jeunes dans les pays de l'Union. Michel Edigré. Passer de la concertation à l'action pour booster l'emploi jeune dans les États membres de l'UEMOA, tel est l'enjeu de cette 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et ou de la formation professionnelle de l'espace sous-régional. Pour nous, le secteur privé doit tirer l'emploi, mais tout seul, il ne pourra pas. Ensemble, on s'est accordé sur les métiers de demain, c'est-à-dire quelles vont être la demande en offre d'emploi dans les années à venir. Et c'est pour cela que dans les filières, les 16 filières que nous avons retenues, nous sommes convaincus que l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'enseignement général doivent voir quels sont dans leurs différents programmes à enseigner, si on peut tirer une partie justement de ces métiers-là pour commencer à préparer les jeunes, n'est-ce pas, à demain et donc en emploi. Un plombier dans la hiérarchie économique américaine, un plombier fait partie de la classe moyenne.
parce que c'est un métier qui rapporte, c'est un métier dont on peut vivre confortablement. Et c'est cette image de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qu'il faut améliorer pour que ceux qui ont des talents puissent s'y engager sans se poser des questions. Qu'on ne soit pas obligé d'y amener seulement ceux qu'on ne peut pas envoyer ailleurs. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il est plus qu'urgent de privilégier l'adéquation formation-emploi. Les évolutions donc techniques et technologiques vont nécessiter des adaptations dans la pratique des métiers. Dans un tel environnement, c'est par une réforme appropriée des programmes de formation prenant dûment en compte ces évolutions techniques et technologiques que pourra se réaliser l'employabilité des diplômés. Il s'agit en effet de promouvoir une formation initiale qui répond aux besoins des entreprises. Faire de l'emploi et de la formation professionnelle une priorité pour les gouvernements de l'espace UEMOA, c'est ce à quoi se sont engagés les participants à cette rencontre de haut niveau. Un impératif pour juguler le chômage dans la sous-région. Rendons-nous en France où la première dame Dominique Ouattara a visité successivement le musée du Quai Branly où sont exposées des œuvres culturelles ivoiriennes et le siège de l'UNESCO. Le point de toutes ces visites avec Jérôme Kofi Abolin. L'art pour la paix 2015, l'exposition internationale d'art contemporain qui est à sa deuxième édition cette année a eu pour thème la femme et la paix. La première dame de Côte d'Ivoire, en sa qualité de marraine, avait à ses côtés plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement. À cette exposition, 28 artistes, dont 14 Ivoiriens, étaient en vedette. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokoba, a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de la culture comme facteur de cohésion sociale. Pour elle, l'art contribue à la promotion des valeurs positives de créativité et de dépassement de soi. Marraine de l'événement, la première dame de Côte d'Ivoire a salué la pertinence du thème qui rend hommage aux femmes. Je me réjouis que le thème « La femme et la paix » ait été retenu cette année car il met en exergue le rôle prépondérant des femmes pour la promotion de la paix. Et je note avec satisfaction une présence significative de nos sœurs peintres à cette exposition, signe évident de leur intérêt à ce thème qui nous est cher. Avant de participer à cette exposition, la première dame de Côte d'Ivoire a par ailleurs visité le musée du Quai Branly, un musée qui depuis le 14 avril 2015 expose sur les œuvres des maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. Une occasion pour Dominique Ouattara de passer en revue les 300 pièces exposées. Il s'agit des chefs-d'œuvre Sénoufo, Lobi, Gouro, Dan et des peuples de la lagune. La première dame a dit être fière de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. En consacrant cette exposition à la sculpture ivoirienne du 19e et du 20e siècle, à laquelle se sont joints de jeunes sculpteurs ivoiriens contemporains, le musée du Quai Branly rend un hommage saisissant à l'art de notre pays. C'est pourquoi je félicite les initiateurs de cette exposition. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer ma fierté et ma joie de voir notre pays célébré et admiré pour son art et sa culture. Environ 1 heure d'horloge, c'est le temps de cette visite. Très émerveillé par ses œuvres made in Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avant de quitter le musée du Quai Branly, a émis le vœu de voir se tenir cette exposition en terre ivoirienne. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le bilan des actions engagées dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, dont un foyer a été déclaré récemment à Bouaké, ici en Côte d'Ivoire, dans la région du Bouaké. Thomas Nguessambi nous en parle. Souhaité par le groupe de représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et voulu par le ministre des Ressources animales et halieutiques, la rencontre sur la lutte contre la grippe aviaire s'est tenue ce vendredi 3 juillet. Pour le groupe conduit par Germain Da Silva, représentant de la FAO, si les actions du gouvernement sont appréciables dans la lutte, il importe que les partenaires techniques et financiers soient mieux informés, surtout sur les actions prioritaires
pour apporter leur aide. Tous les partenaires ici présents ont à cœur de travailler avec les gouvernements pour éviter des pertes économiques très importantes si rien n'est fait maintenant. Il y a $100 000 qui sont déjà débloqués et dans quelques semaines, toujours au niveau de la FAO, il y aura entre 400 et 500 000 $ pour appuyer les efforts de la DSV et du ministère. Et puis, la BAD a annoncé la possibilité de débloquer $1 million. Kobena Kwasi Adjoumani, au nom du gouvernement, s'est dit heureux de recevoir une telle rencontre. Lutter efficacement contre la propagation de la maladie qui a été déclarée et que nous tâchons de maîtriser. Ensuite, mettre en place une équipe tournante pour veiller à la sécurité sanitaire des marchés de volailles. Nous avons des équipes sur le terrain et ce sont toutes ces informations que nous avons portées à la connaissance donc, de nos partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à nous aider. 36 milliards de francs CFA de pertes. C'est ce que le pays a enregistré en 2006 avec l'apparition de l'épidémie de la grippe aviaire. En sollicitant ses partenaires, le gouvernement veut adopter cette fois une approche d'anticipation. La Côte d'Ivoire, premier pays exportateur de noix brutes de cajou, veut améliorer le taux de transformation de ce produit. Et pour atteindre cet objectif, la contribution des acteurs et partenaires au développement s'avère nécessaire. Une concertation a donc été organisée pour jeter les bases de ce projet d'amélioration de la transformation de la noix brute de cajou. Des précisions avec Noël Niagno. L'ANACAD, la production nationale a connu une croissance exponentielle de 2000 à ce jour. Ce sont 3000 tonnes en 2000, 45 000 en 2012, 550 000 en 2014. 90% de cette production est exportée sous forme de noix brutes vers les pays leaders de la transformation, l'Inde, le Vietnam, le Brésil. Conséquence, la Côte d'Ivoire, premier pays exportateur au monde, tire très peu de valeur ajoutée de sa production d'anacade. Voilà qui décide le gouvernement ivoirien à adopter en décembre 2013 le programme de développement de la transformation de l'anacade avec comme stratégie atteindre un taux de transformation d'environ 35% en 2016, 100% 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020. Cette stratégie entre officiellement dans la phase d'appui direct aux entreprises depuis ce vendredi. L'accompagnement que nous faisons directement aux entreprises, lequel accompagnement doit permettre aux entreprises de renforcer leurs capacités dans différents domaines. Nous avons constaté que les entreprises avaient des difficultés pour choisir les technologies les plus adaptées à l'activité. Nous avons constaté qu'elles avaient du mal à accéder aux différents marchés. Il s'agit de les aider à élaborer des outils et à élaborer un ensemble de documents qui leur permettent de vendre leurs produits, de les mettre en rapport avec les acheteurs et de faire en sorte que ces entreprises puissent effectivement écouler leurs marchandises. Les transformateurs locaux saluent l'initiative des pouvoirs publics pour la pertinence de cette action. Quand on vient dans nos entreprises pour analyser, voir nos forces et nos faiblesses et améliorer nos faiblesses, c'est tout un bénéfice pour nous rendre plus compétitifs. Quand on essaie d'accréditer des laboratoires pour que nos produits soient de meilleure qualité acceptés à l'international, c'est tout un bénéfice pour nous. Quand on vient faire de la formation pour nos techniciens, pour qu'ils connaissent mieux nos process, c'est tout un bénéfice pour nous. En tout cas, nous comptons nous inscrire dans les objectifs du ministère, c'est-à-dire assurer le succès de cette opération. La phase d'appui ainsi lancée va comprendre les visites d'entreprises et autres activités visant à rendre aux transformateurs locaux toute la capacité d'action en vue d'atteindre les objectifs visés, améliorer sensiblement le taux de transformation de l'anacade en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu cet après-midi un dialogue direct avec les représentants de la communauté villageoise du village d'Akouedo dans le district d'Abidjan. Les échanges ont porté sur la purge des droits coutumiers de la décharge publique. Il a été aussi question de la modernisation de cette décharge sauvage selon les spécialistes de l'environnement. Abou Sanogo. La chefferie traditionnelle et la jeunesse du village d'Akouedo, reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une rencontre qui s'inscrit dans le prolongement de celle qui avait abouti à la réouverture de la décharge publique d'Akouedo le jeudi dernier.
Le président de la jeunesse du village d'Akwedo a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour son implication dans la recherche d'une solution définitive aux préoccupations des populations d'Akwedo. Notre cri de cœur a été entendu par Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Akwedo est hissé donc au plus haut niveau de l'État. Nous pensons que nos problèmes ont été compris et que des incidents du genre que nous avons connus la semaine dernière ne se verront plus parce que l'État a pris en main l'épineux dossier de la décharge d'Akwedo. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis d'examiner toutes les doléances et a marqué la disponibilité du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour rappel, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, lors de son déplacement dans le village d'Akwedo, avait promis de poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions aux préoccupations de la communauté villageoise qui abrite la décharge publique d'Akwedo depuis 1965. La Côte d'Ivoire sera présente à la 21e conférence sur les changements climatiques prévue en novembre prochain à Paris, la capitale française. Pour préparer cette rencontre internationale, le Programme national du changement climatique a initié un atelier de formation sur les enjeux de ce rendez-vous mondial. Depuis plusieurs années, le monde fait face au changement climatique. La planète se réchauffe et le climat se dérègle. Conséquence, plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, les ressources côtières, la forêt et la santé humaine sont menacés. Pourtant, des solutions existent. Les solutions, de façon concrète, résident dans les options de développement. C'est-à-dire, par exemple, il faut aller vers moins de déforestation, aller vers une agriculture intelligente, les énergies renouvelables, énergie solaire, et tout ça, nous devrons progressivement aller vers ces solutions moins polluantes. Les impacts du réchauffement climatique sont bien visibles avec la forte émission des gaz à effet de serre. La situation inquiète, les gouvernants du monde entier accentuent les rencontres pour réfléchir sur la question. Du 30 au 11 décembre 2015 se tiendra à Paris, en France, la 21e conférence des parties dénommée COP21. Un rendez-vous mondial sur le climat auquel va participer la Côte d'Ivoire. Le pays se prépare donc. Un atelier de formation sur les enjeux de cette conférence est initié. Pendant cette conférence de Paris, il y aura un événement majeur où la Côte d'Ivoire va présenter les efforts qu'elle fait en matière de lutte contre le changement climatique. L'engagement dans le mécanisme REDD+, pour une agriculture zéro déforestation. Il y a la contribution nationale du pays en matière de lutte contre les changements climatiques. La mise en place d'une plateforme de réduction des risques de catastrophes. Donc tous ces efforts-là seront présentés au monde entier. Cet atelier va conduire à l'élaboration et à la validation d'une feuille de route pour les préparatifs de la participation de la Côte d'Ivoire à cette conférence. La COP21 prévoit un accord des États pour la réduction de la production du gaz à effet de serre à 2 degrés Celsius, un accord qui devra rentrer en vigueur à partir de 2020. Le 22 juillet prochain, le président de la République sera dans le Woroba, qui comprend les régions du Bafing, du Béré et du Ourodougou. Pour l'instant, l'heure est aux préparatifs de cette visite d'État. Les cadres et élus de ces régions se sont concertés récemment autour de cette visite du président Alassane Ouattara. Le point avec Abou Sanogo. Le président de la République Alassane Ouattara sera le jeudi 23 juillet prochain dans la région du Ourodougou. C'est dans le cadre d'une visite d'État dans le district du Woroba qui regroupe les régions du Bafing, Béré et Ourodougou. Pour réussir l'événement, élus, cadres, filles et fils du Ourodougou se sont retrouvés à l'hôtel communal de Cocody. Objectif, sonner la mobilisation de tous pour le succès du séjour du président de la République dans leur région. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est notre région. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'union et le rassemblement des fils et des filles de notre région. Ahmed Bakayoko a invité les filles et fils du Ourodougou à faire de cette visite du chef de l'État un rendez-vous spécial. Nous, on doit montrer qu'on est engagé auprès du président, on a une grande passion pour son œuvre, on a une relation de confiance et qu'on est bien organisé. Le président doit partir de là en se disant j'ai un pacte sacré, j'ai un pacte profond avec ces peuples-là. Et c'est ça qui nous donnera la force à promouvoir des grands projets structurants qui vont permettre à la région de se développer. La population du Ourodougou
entendent relever le défi de la mobilisation. À notre niveau, donc, dans le Ourodougou, nous réservons donc au président de la République une mobilisation exceptionnelle qui n'a jamais été vue jusqu'à présent et qui ne sera jamais égalée. Donc c'est une mobilisation qui va rester dans l'histoire. Le président, c'est vrai, il est pour toute la Côte d'Ivoire, mais il est pour le Ourodougou en particulier. On va se mobiliser. Le président de la République, Alassane Ouattara, débutera sa visite dans la région du Bafing le 22 juillet. Il sera le 23 juillet à Séguéla, le 24 juillet à Mankono, le 25 à Kani et le dimanche 26 juillet à Séguéla pour le meeting final. 22 mouvements de soutien au président de la République ont créé récemment une plateforme pour la réélection du candidat Alassane Ouattara. Les membres du directoire de l'organisation ainsi que les actions à venir de la nouvelle alliance ont été présentés à la presse. Le témoignage de Gabriel Zanilo. La plateforme des mouvements de soutien à Ado PMS Ado, présentée à la presse au siège du Rassemblement des Républicains à la rue Lépic, fédération de 22 mouvements de soutien, la raison de l'union est simple. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une seule voix peut faire la différence. Le poids des mouvements de soutien n'est donc pas à négliger. Les mouvements de soutien au président Ouattara ont décidé de se mettre ensemble pour maximaliser nos efforts, pour qu'ensemble, dans un esprit d'union, nous soyons plus forts et afin que le président de la République ait un second mandat avec un like score au premier tour, mais dans un climat apaisé. Du 4 au 11 juillet, des sections communales de la plateforme seront installées dans la ville d'Abidjan. Parallèlement à ces installations, la plateforme demande aux populations de se faire enrôler. Le gouvernement vient de faire une prolongation jusqu'au 12 juillet. Donc n'attendez pas le dernier jour pour aller vous faire enrôler parce que nous savons ce que ça peut occasionner comme désagrément. Quelle que soit leur obédience politique, quelle que soit leur sensibilité politique, pour montrer justement que ce sont des républicains. Et je sais que tous les Ivoiriens sont des républicains. Une invitation qui sonne comme un appel à la remobilisation. Le directoire de la plateforme doit conjuguer solidarité, cohésion pour atteindre l'objectif commun, assurer à Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, la victoire au premier tour du scrutin présidentiel. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a donné des précisions sur les dossiers d'instruction relatifs aux violations commises lors de la récente crise post-électorale. Une occasion mise à profit par l'équipe de reportage pour s'enquérir de l'état d'avancement de ces procédures. Le témoignage de Christelle Medan. L'information circule depuis plus d'une semaine déjà. Le 17 juin 2015, dans un article paru sur son site internet, la Fédération internationale des droits de l'homme se dit préoccupée par une possible clôture fin juin des dossiers d'instruction sur les crimes post-électoraux. En réaction, le 25 juin suivant, 19 organisations de défense dont Human Rights Watch adressent un courrier collectif au président de la République appelant à la poursuite de ces enquêtes. Un enchevêtrement établi sur des informations infondées, selon le ministre ivoirien de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Il faut dire que la FIDH qui a dit que nous entendons cesser ces enquêtes n'a pas rencontré mon directeur de cabinet, n'a pas rencontré le procureur de la République. Tant que nous sommes dans l'action, tant que nous-mêmes n'avons pas dit nous avons fini, il ne faut pas venir s'asseoir pour dire on a entendu dire que ça va finir. Les instructions se poursuivent donc selon le garde des Sceaux Nyenema Coulibaly. Elles sont à la charge de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction instituée par décret présidentiel pour faire la lumière sur les crimes post-électoraux. On est présentement à l'ouest en train de faire des exhumations. Après l'ouest, nous irons dans le sud-ouest. Tant au tribunal militaire, les choses avancent. Au tribunal correctionnel, les choses avancent, civil, aux assises, les choses avancent. Les violations des droits humains commises entre décembre 2010 et mai 2011 ont fait au moins 3000 morts selon le bilan officiel. Plusieurs types de violations sont adressés par la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. Concernant les plus graves violations des droits humains, 2 procédures ont déjà permis d'inculper plus de 150 personnes. Au rôle des assises, cette fois-ci, il y a au moins 6 dossiers sur les 14 qui doivent passer. Il y a aussi des dossiers correctionnels, dans les dossiers de crimes économiques que nous jugeons. Je voudrais rassurer toutes les victimes qu'il est loin de notre idée de nous arrêter maintenant. Tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas eu la manifestation de la vérité, nous continuerons de chercher.
La loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage a été adoptée hier, jeudi, par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à favoriser l'accès au crédit et à faciliter les échanges dans le secteur agro-industriel. C'est le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault, qui a défendu ce projet de loi devant les députés. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a condamné les dernières attaques du groupe islamiste Boko Haram qui ont fait près de 170 morts. Et selon un communiqué officiel, le président nigérian a estimé que ces violences démontraient le besoin urgent de former une coalition internationale plus efficace contre l'insurrection et contre le terrorisme. Rappelons que Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre Boko Haram la priorité de son mandat. Les violences attribuées au groupe islamiste ont fait 423 morts depuis son arrivée en fonction au mois de mai dernier. Face à la situation que traverse le Nigeria, le président Alassane Ouattara a adressé ce message. J'ai appris avec une profonde consternation et une réelle affliction les attentats terroristes simultanés perpétrés dans le nord-est de votre pays par le groupe Boko Haram et qui ont fait environ 200 victimes le mercredi dernier. Sensible à cette tragédie qui vient d'endeuiller votre pays, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence et au peuple frère du Nigeria nos sincères condoléances et notre profonde compassion, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sachez que les Grecs sont appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer sur les nouvelles mesures de sauvetage proposées par les créanciers. Sylvie va nous en parler, mais sachez que l'économiste ivoirien Bamba Ngalajo s'est prononcé sur les enjeux de ce vote en Grèce. La réalité qui apparaît clairement, c'est est-ce que la Grèce veut rester dans la zone euro ou en sortir? Donc le non pourrait signifier que la Grèce emprunte le chemin de la sortie de la zone euro, alors que le oui signifierait clairement qu'il y a une volonté de la population de rester dans la zone euro. Alors, quelles seraient les conséquences de l'une ou l'autre option? Bon, dans le cas où le non l'emporterait, que la Grèce s'engage effectivement dans la sortie de la zone euro, ça voudrait dire que la Grèce doit créer sa propre monnaie et ne plus avoir à utiliser l'euro comme étant la monnaie nationale. Et d'abord, il faudra un certain temps pour arriver à recréer une monnaie nationale, bon, ce qui va créer une période d'incertitude. Et quand cette monnaie sera créée, compte tenu du passé de la Grèce, pour que cette monnaie ait de la crédibilité, ça va être très difficile. C'est pourquoi beaucoup disent que c'est vraiment engager la Grèce sur un terrain très très dangereux, parce que ça va être vraiment des grosses dévaluations, une perte totale de confiance à la monnaie, et ça peut détruire fortement l'économie du pays. Maintenant, dans le cas du oui, cela signifiera que le gouvernement devra être dissous, et même le Parlement, et des nouvelles élections devraient être organisées, ce qui pourrait envoyer de nouveaux responsables qui devront à nouveau négocier avec l'Union européenne et certainement accepter de mettre vraiment en place des mesures qui inspirent confiance et qui font que la communauté financière internationale puisse accorder de nouveaux prêts à la Grèce pour lui permettre progressivement de passer ces caps-là. Voilà, le professeur Ngalajo Bamba était au micro de Kone Adama du service économique de la rédaction. Dernier point de l'actualité nationale, le Front populaire uni a organisé une conférence de presse autour du thème « Prorogation de l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Quelle stratégie et proposition du FPU pour des élections réussies ?» Compte rendu Moussa Koulibaly. Les jeunes et surtout les nouveaux majeurs invités à s'inscrire massivement sur la liste électorale. C'est le message de Zadi Djedjekera, président du Front populaire uni, FPU. Par cette initiative, Zadi Djedjekera veut contribuer à la sensibilisation de cette frange d'électeurs estimée à plus de 2 millions. Pour lui, l'inscription sur la liste électorale est un droit absolu pour tout Ivoirien, quel que soit le bord politique. Les 236 fédéraux du FPU, à partir de demain, vont prendre hameaux, villes, villages, quartiers,
pour demander aux Ivoiriens d'aller s'inscrire sur la liste électorale. De ne pas écouter ceux qui veulent boycotter tout dans ce pays. Un pays ne se dirige pas comme ça. Quand on veut être des grands dirigeants demain, il faut donner une bonne leçon à la jeunesse. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Zadi Djedje de lancer aussi un appel aux autorités en charge de la confection des pièces administratives afin qu'elles facilitent leur acquisition. Pour finir, le président du FPU invite les jeunes de tous les partis politiques à un forum préélectoral pour des élections apaisées en 2015. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.